Bienvenue à Minuit Mystère. Ce soir, près des eaux calmes d'un ancien étang, un secret longtemps enfoui refait surface. Les ombres murmurent, la vérité tremble, et quelqu'un ne dormira pas avant l'aube. Servez-vous une boisson chaude, et que le mystère commence. Le soleil de l'après-midi reposait sur Saint Mildred comme un chat sur un coussin, trop paresseux pour bouger, trop content de partir. Au-delà de la haie du presbytère, le murmure de la fête paroissiale annuelle dérivait vers l'étang du moulin, se mêlant au bruissement des banderoles et au tintement des tasses. Les enfants s'agitaient, avec des rosettes en papier épinglées de travers à leurs cardigans, et Madame Price Ridley présidait le stand de gâteaux avec la dignité sévère d'une duchesse protégeant une couronne. À une petite table au bord de l'eau, Miss Jane Marple tricotait, ou plutôt semblait-il. Les aiguilles claquaient avec un calme mécanique, même si ses yeux pâles se posaient parfois sur la roue du moulin, qui tournait lentement au-delà des roseaux. On aurait pu la croire absorbée par son modèle. Pourtant, elle remarquait tous les regards échangés entre la nièce du vicaire et le fils du maître de poste, le rire de Madame Simnett, trop fort pour couvrir les annonces de tombola, et surtout le silence ténu et délibéré de l'homme venu se tenir près de la barrière de l'étang. Il n'était pas un villageois, c'était clair. Ses chaussures étaient trop cirées, ses mains trop agitées, son visage celui de quelqu'un qui n'avait pas encore appris l'art de la dissimulation polie. Il observait la surface sombre de l'étang, comme s'il y avait quelque chose qu'il avait perdu. Lorsque Miss Marple leva les yeux, il lui adressa un bref signe de tête, puis se détourna, son reflet frissonnant à côté de lui dans l'eau. Une libellule effleura l'étang, brillante comme de l'émail, et à cet instant précis, la paix de la fête fut rompue. Un cri ténu et effrayé retentit en direction du moulin. Les conversations s'interrompirent, les tasses de thé s'immobilisèrent en plein vol, et même la fanfare se tut. 2 garçons accoururent, le visage blême. On avait trouvé quelque chose. Lorsque les villageois se rassemblèrent devant le vieux mur de pierre, Miss Marple avait déjà soigneusement plié son tricot dans son sac. Un corps gisait près de l'écluse, à moitié pris dans les mauvaises herbes. L'eau, lente et indifférente, léchait le bas d'une jupe grise. Il n'y avait aucun doute que la fête était terminée. L'inspecteur Fletcher, le visage rouge et épuisé, arriva de Much Benham une demi-heure plus tard, s'excusant du retard d'un accident de tracteur s'était produit sur la route principale. Il recueillit les dépositions rapidement, même si la plupart furent peu utiles. Personne n'avait rien vu. Personne n'avait jamais rien vu à St. Mildred's, jusqu'à ce que Mademoiselle Marple commence à écouter. La défunte, semblait-il, était Madame Lydia Cottrell, récemment revenue au village après 10 ans passés dans le Sussex, veuve du défunt notaire dont les affaires avaient autrefois touché la moitié de la paroisse. Certains murmuraient qu'elle était revenue pour vendre le cottage familial. D'autres laissaient entendre qu'elle était revenue à cause de ce qu'elle ne pouvait laisser derrière elle. Miss Marple se tenait un peu à l'écart, observant les ondulations se propager depuis la porte de l'écluse. Un objet isolé flottait non loin de là, un programme papier de la fête, trempé mais lisible. Il dérivait suffisamment près pour qu'elle distingue une légère marque de crayon sur l'un des noms, Tombola Broche en argent, offert par Madame Lydia Cottrell. Cette petite croix, pensait-elle, était curieuse. On marque les choses pour des raisons qu'on ne s'avoue même pas à soi-même. La police boucla la zone, les villageois retournent à leurs échoppes par groupes inquiets, et la lumière estivale semble décliner un peu plus tôt que d'habitude. Lorsque Miss Marple se détourna enfin, elle s'arrêta près de la rambarde de l'étang, là où l'inconnu se tenait avant le cri. Là, à moitié caché sous une touffe d'herbe, quelque chose brillait faiblement dans la boue. Elle se pencha avec la réflexion silencieuse d'une femme habituée aux petites révélations. C'était un bouton en nacre sombre, coûteux, gravé à peine de initiales que le temps et l'eau avaient estompé. Elle se redressa lentement, son sac à tricot serré contre elle. La fête continuait autour d'elle, la tombola reprenait, l'orchestre retrouvait sa mélodie, mais l'atmosphère avait changé. Quelque part, derrière les haies bien entretenues et les rires polis, la culpabilité commençait à souffler. Miss Marple se dirigea vers la tente à thé. Son regard se porta brièvement vers la fenêtre du moulin, où un rideau bougea, bien que personne ne fût assez près pour le toucher. Un léger sourire indéchiffrable et presque gentil traversa son visage. Le léger sourire ne persista qu'un instant, avant que Miss Marple ne reporte son attention sur la théière, où Madame Price Ridley, les joues rouges et le sang-froid en berne, tentait de retrouver une certaine normalité. Les tasses tintent, la pince à sucre trembla légèrement dans sa main. Personne ne souhaitait prendre la parole en premier,
mais tous les regards semblaient en chercher la permission de reprendre le cours normal de la vie. « C'est vraiment affreux, » murmura enfin Madame Price Ridley, à peine adressée à personne. « Une femme si respectable, et dire que c'est arrivé ici, à notre fête. » Ces paroles, bien que teintées de choc, expriment la légère satisfaction de quelqu'un qui soupçonne depuis longtemps le monde d'être moins vertueux qu'il n'y paraît. « Les accidents arrivent, ma chère, » dit Madame Hartnell avec cet air de vivacité morale qui pouvait désinfecter même le chagrin. Elle a peut-être glissé. Ces pierres près de l'écluse sont dangereuses. Mais elle n'a pas pu tomber elle-même, rétorqua mademoiselle Wetherby d'une voix basse, d'un air conspirateur. On dit qu'elle a été retrouvée face contre terre, et la roue du moulin ne tournait pas à ce moment-là, seul le cours supérieur coulait. Il aurait fallu vous pousser, c'est sûr. Miss Marple remuait doucement son thé, les yeux fixés sur la vapeur plutôt que sur les visages autour d'elle. Elle entendait plus dans le ton que dans le contenu la délectation de Madame Price Ridley, l'anxiété de mademoiselle Wetherby, et quelque part dans le silence entre les phrases, l'étrange absence de chagrin. Les réputations pleurées de Sainte Mildred bien plus que leur vie. De l'autre côté de la pelouse, l'inspecteur Fletcher avait pris possession de la table de tombola, dont la nappe en dentelle était maintenant chargée des petits débris de la tragédie des crayons, un carnet, le sac de la noyée. Il interrogea d'abord la nièce du vicaire qui était allée chercher de la limonade près du moulin. Les yeux de la jeune fille étaient teintés rouges, mais sa voix tremblait moins de chagrin que de confusion. « J'ai seulement entendu quelqu'un appeler monsieur, dit-elle. Une voix d'homme, je crois. Pas quelqu'un que je connaissais. » Fletcher hocha la tête, notant quelque chose, mais son regard se posait souvent sur Miss Marple, qui contemplait à nouveau l'eau. Il connaissait sa réputation et savait aussi que ses observations, aussi délicates soient-elles, avaient tendance à remanier ses notes de façon inconfortable. L'étranger près de la rambarde avait disparu. Aucun villageois ne se souvenait de son arrivée, et personne ne parvenait à s'accorder sur sa description. Aux yeux de Madame Price Ridley, il était grand et mélancolique, très distingué, vraiment. Aux yeux du jardinier du curé, il était assez petit, d'apparence étrangère, comme s'il avait perdu ses bagages. La mémoire, songea Miss Marple, était un instrument créatif, accordé à la vanité et à la peur. À la tombée de la nuit, la fête se réduisit à des murmures et des tables à moitié débarrassées. Le bruit de l'étang persistait, un lent murmure comme un souffle aspiré sous l'eau. Miss Marple accepta d'être ramenée chez elle dans la voiture du vicaire, mais demanda à descendre par le vieux sentier. Elle préférait, dit-elle, quelques pas au frais. Ses chaussures s'enfoncèrent doucement dans la terre humide. Des lucioles planaient près des roseaux, leur lumière faible mais insistante, et le reflet de l'étang captait les premières étoiles. Elle s'arrêta une fois de plus près de l'écluse. L'agent de service toucha sa casquette, hésitant à lui parler. Miss Marple sourit. « C'est une situation bien regrettable, agent. Vous veillerez à ne laisser aucun enfant s'approcher, j'espère. »« Oh, on les a prévenus, madame. Mais j'ose croire qu'ils viendront fureter demain matin. »« Oui, dit-elle doucement. La curiosité est une chose très puissante, surtout chez ceux qui pensent ne pas en avoir. » Elle se tourna alors vers le chemin, ses pensées s'agitant aussi silencieusement que ses pas. Le retour de Lydia Cottrell avait ravivé de vieilles rumeurs, bien sûr le litige d'héritage avec le frère de son mari, les papiers disparus du cabinet du notaire et cet étrange épisode, des années auparavant, impliquant le moulin lui-même, une histoire de compte fiduciaire d'un client et de documents manquants. Les ragots l'avaient enterré, mais les ragots ne se décomposent jamais complètement. Devant son portail, elle s'arrêta pour contempler la prairie. Une unique fenêtre éclairait le moulin, basse et jaune, comme un œil maintenu ouvert alors qu'il devrait dormir. Elle distinguait à peine la silhouette d'une silhouette passant derrière le rideau lent, posé, comme si elle mesurait la pièce. Elle entra dans sa chaumière où l'horloge tique avec une douce autorité. La bouilloire avait été laissée sur le feu. En attendant qu'elle bout, elle déposa le bouton qu'elle avait trouvé sur un mouchoir plié. À la lumière de la lampe, la gravure était presque nette, maintenant 2 lettres entrelacées. Peut-être L et C, ou peut-être G. L'ambiguïté, pensa-t-elle, était parfois plus révélatrice que la clarté. Dehors, la roue du moulin grinça un instant, mais le vent ne souffla pas. Miss Marple leva la tête, tendit l'oreille, et l'espace d'un instant, son regard s'éloigna, comme si elle venait de se remémorer un souvenir lointain, impliquant un autre village, un autre moulin, et un secret qui avait lui aussi refait surface sans que personne ne s'y attende. Puis elle versa son thé, s'assit
et reprit son tricot, le fil se déroulant comme le lent et inévitable schéma de la folie humaine. Le lendemain matin, doux et ensoleillé, comme si le village avait accepté de murmurer. Une légère brume planait sur les haies, adoucissant chaque silhouette, et l'air était chargé de cette légère fraîcheur métallique qui suivait souvent une soirée de bavardage. Miss Marple, enveloppée dans son châle, se tenait près de son portail, un petit sécateur à la main, taillant la lavande, tandis que son esprit vagabondait ailleurs. Elle n'avait pas beaucoup dormi. Le bouton reposait immobile sur son bureau, son mystère oublié, bien que ses pensées l'aient parcouru toute la nuit comme des papillons autour d'une lampe. Ce n'était pas l'objet lui-même qui la préoccupait, mais l'absence qu'il suggérait ce genre de petit vide invisible que seul le comportement humain pouvait combler. Un bruit de pas dans la rue interrompit sa rêverie. L'inspecteur Fletcher s'approchait, chapeau à la main, le visage déjà rouge d'effort. Il la salua poliment, même si elle sentit la pointe d'irritation que les policiers ressentaient souvent face à sa calme assurance. « Mademoiselle Marple, commença-t-il, je pensais que vous pourriez me dire quelque chose. Vous étiez près de l'étang quand c'est arrivé. » Elle hocha la tête et coupa une dernière brindille. « Oui, inspecteur, mais je crains d'avoir vu très peu de choses. C'est souvent comme ça, on remarque tout, sauf ce qu'on veut. » Il soupira et sortit son carnet. Madame Cottrell vivait de nouveau seule dans son ancien cottage. On raconte qu'elle avait même des visiteurs. Vous ne savez pas si elle avait été bien accueillie au village ? Le sourire de Miss Marple était faible. Reçue ? Non. Observée ? Oui. On pourrait dire que Madame Cottrell était considérée avec une curiosité historique. On se souvient plus qu'on ne pardonne. L'inspecteur griffonna quelque chose, mais son expression demeurait sceptique. Vous ne pensez pas que c'était un accident ? Oh, je n'ai aucune autorité pour penser quoi que ce soit, dit-elle doucement. Mais l'eau, vous savez, a tendance à refléter ce qui est au-dessus d'elle et à cacher ce qui est en dessous. Fletcher émit un rire grognement, puis orienta la conversation vers les faits, les derniers faits connus, l'horaire de la fête, l'homme mystérieux que personne ne pouvait décrire avec certitude. Miss Marple écoutait plus qu'elle ne répondait, son regard dérivant parfois vers l'étang du moulin visible au loin, tel un miroir terne sous le soleil. Une fois l'inspecteur parti, elle rentra. Son plateau du petit déjeuner était resté intact avec des toasts froids et un œuf à la coque. Elle se servit du thé frais et ouvrit son petit carnet, celui qu'elle gardait non pas pour prendre des notes, mais pour se souvenir. Entre ces pages, des fleurs séchées, des listes de courses et des fragments de mémoire des schémas de comportement humain qui se répétaient comme des motifs sur un tissu. Elle repensa à l'écriture de Madame Cottrell, aperçue sur une affiche paroissiale des années auparavant audacieuse, élégante, avec une curieuse inclinaison vers le haut. Une femme fière, peut-être, ou de dissimulation. À 11 heures, Miss Marple décida d'aller voir la nièce du vicaire, Miss Emily Mayhew. Il valait toujours mieux rendre visite à ceux qui se sentaient coupables de choses qu'ils n'avaient pas faites. Ce sont eux qui étaient les plus bavards. Elle trouva Émilie dans le jardin, étendant le linge, le visage pâle et le regard lourd. « Oh, Miss Marple, dit-elle doucement, je n'arrive pas à m'ôter la tête. Cette pauvre femme, elle avait l'air si paisible quand on l'a sortie, comme si elle s'était endormie. » Miss Marple hocha la tête d'un ton apaisant. « Oui, la mort peut parfois paraître bien ordonnée, même si elle l'est rarement. » « Vous avez mentionné avoir entendu une voix hier ?» Émilie hésita. « Oui, ce n'était pas tout près exactement. On aurait dit quelqu'un qui appelait de l'autre côté de l'eau. J'ai pensé que c'était peut-être M. Gresham, il aidait avec les canards tout à l'heure. M. Gresham, le meunier ? Oui, il est là, depuis des années. Père dit qu'il est inoffensif, mais lui et Mme Cottrell ne s'entendaient pas. Elle se plaignait de l'odeur de sa peinture, il restaure des meubles le soir. » Miss Marple assimila cela en silence, ses doigts, redressant nonchalamment une pince à linge. « C'est curieux, dit-elle. Comme certains métiers laissent des taches qui ne partent pas au lavage. » Émilie sourit faiblement, incertaine de la signification, et retourna à son travail. Miss Marple rentre chez elle par le sentier de la rivière, passant devant le vieux moulin. La porte était entr'ouverte, et de l'intérieur montait une légère odeur d'huile de lin et de vernis. Elle s'arrêta, tendant l'oreille. Une voix d'homme murmura un air bas, rythmé, insouciant. Puis, brusquement, le silence. Elle poursuivit son chemin sans s'arrêter, même si son pas ralentit légèrement lorsqu'elle remarqua quelque chose près du chemin, un morceau de papier plié coincé dans une touffe d'herbe. Elle se baissa et le ramassa. C'était un fragment de lettre, l'encre floue, mais une phrase restait lisible. « Je ne peux pas te pardonner.
Mais je comprends. Il n'y avait pas de signature. Elle le plaça délicatement dans son gant. Cela pouvait ne rien signifier. Ou peut-être trop. De retour dans son salon, la cloche de l'église du village marquait midi un son lent et mesuré, qui semblait résonner à travers les champs. Miss Marple regarda de nouveau le bouton, puis le papier déchiré. Tous deux étaient sur les signes d'une chose privée qui flottait dans la lumière du jour. Les gens, pensa-t-elle, étaient comme des étangs. Ce qui était clair à la surface dépendait de ce qui était perturbé en dessous. Dehors, une ombre se déplaça le long du mur de son jardin, peut-être encore l'inspecteur, ou quelqu'un qui voulait voir qui avait des visiteurs. Le mouvement passa aussi discrètement qu'il était venu, ne laissant que le son de l'horloge et le léger cliquetis des aiguilles, à tricoter tandis qu'elle reprenait son travail. Un léger sourire effleura ses lèvres, non pas de l'amusement, mais de la reconnaissance. Quelque part entre les condoléances polies et les discussions nerveuses sur les accidents, quelqu'un mentait déjà. Et pas sur le meurtre, pas encore, mais sur quelque chose de plus petit, de plus ancien, de plus humain. Le genre de mensonge qui s'enracine assez profondément pour s'y noyer. L'après-midi s'installait à St. Mildred avec un calme trompeur, celui qui fait oublier l'atmosphère pesante. Les rideaux étaient tirés à moitié, non par deuil, mais par curiosité. Dans ce silence inquiétant, Miss Marple continuait son tricot comme si rien n'était plus naturel que d'attendre que la vérité éclate. Elle avait terminé un rang et en avait commencé un autre lorsqu'un bruit de pas résonna à nouveau dans l'allée du jardin. C'était de nouveau l'inspecteur Fletcher, cette fois sans son carnet. Son attitude était devenue plus formelle, mais une faible lueur brillait dans ses yeux, la satisfaction d'un homme qui croit avoir trouvé son chemin. Miss Marple lui offrit du thé, qu'il refusa poliment, préférant rester debout près de la cheminée. « Nous avons progressé, mademoiselle Marple, » annonça-t-il. « Monsieur Gresham, le meunier, est interrogé. » Ses aiguilles s'immobilisèrent en plein vol. « Oh là là, murmura-t-elle. J'espère que ce n'est qu'une question et pas une conclusion. » Fletcher fronça légèrement les sourcils. On l'a vu se disputer avec Madame Cottrell la semaine dernière à propos d'arriérés de loyer ou autre. Elle a menacé de vendre le moulin pour payer ses dettes. On l'a entendu dire qu'il préférerait le voir brûler, et nous avons trouvé des traces de vernis sur sa manche, le même qu'il utilise dans son atelier. Miss Marple hocha la tête, le regard pensif plutôt que surpris. Le vernis peut voyager en toute innocence, inspecteur. Il a la même valeur morale que les ragots une fois lâchés. On ne sait jamais où ils finiront. Il eut un sourire crispé. Tu donnes toujours l'impression que ce sont des choses philosophiques. Mais je préférerais des preuves concrètes. Cet homme est nerveux, évasif, et il est incapable de justifier ses allées et venues pendant la fête. Cela paraît sérieux, dit-elle d'un ton doux. Mais si vous me permettez une remarque, les hommes nerveux sont souvent ceux qui ont tout simplement trop vécu sous le regard des autres. Des âmes innocentes qui ont appris que le silence est plus sûr que la défense. Fletcher émit un grognement dédaigneux, mais ne répondit pas. Il prit bientôt congé, convaincu qu'elle se laissait aller à ses distractions habituelles. Pourtant, tandis que le bruit de ses bottes s'estompe dans le chemin, les mains de Miss Marple s'immobilisèrent complètement. Ses pensées étaient dites et déjà ailleurs dans le moulin, au milieu de l'odeur des graines de lin et de l'écho d'une mélodie à moitié fredonnée. 1 heure plus tard, elle s'engagea elle-même sur le sentier. L'air était lourd d'un parfum de bois humide et de menthe des prés. La porte du moulin était de nouveau ouverte, et à l'intérieur, M. Gresham était assis à un établi, la tête penchée sur un pied de chaise à moitié ciré. Il leva les yeux à son entrée. La surprise se lisait sur son visage rude et honnête. « Je ne vous ai pas entendu, madame. Ils ont dit que vous viendrez peut-être. »« Alors j'espère ne pas être indiscrète, » dit-elle doucement. « J'ai pensé que vous apprécierez une compagnie qui ne soit pas accompagnée de questions. » Il sourit faiblement, méfiant mais touché par la proposition. « C'est gentil à vous. Je ne comprends pas ce qu'ils disent maintenant. »« Oh, j'imagine qu'ils disent tout et rien. Les villageois, vous savez, trouvent la vérité un peu ennuyeuse, sauf si elle est sous couvert de spéculation. » Il émit un rire sec, celui d'un homme trop fatigué pour se défendre. « Ils pensent que je l'ai poussée, parce qu'on s'est disputé. Elle disait que je lui devais de l'argent, que j'avais trompé son défunt mari. Insensé, bien sûr. Mais elle avait le don de culpabiliser les gens, même quand ils ne l'étaient pas. » Miss Marple l'observa en silence, remarquant le tremblement de ses mains, les taches de vernis incrustées dans sa peau et la poussière sur ses bottes fines, grises, collantes. « L'avez-vous vu cet après-midi-là » demanda-t-elle doucement. Il hésite. « Je l'ai vue près de l'écluse, juste avant la tombola. Elle a dit quelque chose d'étrange. »
On revient tous à notre point de départ, m'a-t-elle dit. Je ne comprenais pas ce qu'elle voulait dire. L'expression de Miss Marple ne changea pas, mais son regard s'approfondit légèrement, comme si quelque chose de délicat s'était mis en place. On dit souvent des choses étranges quand on sent le passé approcher, dit-elle. Avait-elle l'air effrayée? Non, répondit-il lentement. En colère peut-être, ou fatiguée, comme si elle avait pris une décision. Elle le remercia puis se retourna pour partir. Arrivée à la porte, son regard tomba sur un petit objet posé sur une table basse, un miroir fissuré en diagonale, dont le reflet était divisé en deux moitiés. L'objet semblait banal, et pourtant son imperfection attirait son attention. Une moitié révélait son visage, l'autre illuminait la fenêtre ouverte et l'eau au-delà. « Comme c'est curieux », murmura-t-elle. « Un miroir qui révèle deux vérités différentes. » Monsieur Gresham leva les yeux, perplexe. « Ce n'est que du vieux verre, madame. C'est comme ça depuis des années. »« Oui, » dit-elle d'un ton presque absent. « Tant de choses le sont. » Elle retourna vers le chemin tandis que les premières gouttes de pluie commençaient à tomber, assombrissant la terre par endroits irréguliers. Le village semblait plus calme, apaisé par le poids de ses propres spéculations. Près du portail du presbytère, deux paroissiennes chuchotaient, d'une voix trop basse pour être polie, mais trop forte pour être innocente. Elle n'en perçut que des bribes argent manquant papier d'avocat, quelque chose au sujet de son beau-frère, avant qu'elle ne remarque sa présence et se redresse, l'air coupable. Le soir, la pluie s'était installée à un rythme soutenu. Dans son salon, Miss Marple était assise près de la lampe, tricotant de nouveau, le modèle se complexifiant. Sur sa table se trouvait le miroir fêlé qu'elle avait emprunté sous prétexte de curiosité, à côté du fragment de lettre et du bouton. Ensemble, ils semblaient murmurer une histoire inachevée, celle de la réflexion et du déguisement, de la respectabilité dissimulant la pourriture. Elle s'arrêta au milieu de la rangée, écoutant la pluie frapper à la fenêtre. Ce bruit était rythmé, presque délibéré, comme si le temps lui-même répétait sa confession. Son regard se posa sur l'horloge. Il était presque 8 heures. Quelque part dans le village, une cloche sonnait pour la prière du soir, et juste en dessous de ce carillon discret, retentit un autre son, le grincement faible et irrégulier d'une roue de vélo passant devant son portail. Le regard de Miss Marple s'aiguisa, le rythme s'essouffla, s'arrête, puis reprend vers le chemin du moulin. Elle posa son tricot, se leva lentement et tira le rideau juste assez pour apercevoir la silhouette ombragée s'éloigner dans la brume. L'écho de la roue du vélo s'estompa dans la pluie, ne laissant derrière lui que le tic-tac de l'horloge et le léger ruissellement des avant-toits. Miss Marple resta un moment immobile, la main posée contre le rideau, le regard rivé sur le dernier frémissement du chemin. La brume s'était rapprochée, engloutissant les détails, mais elle crut reconnaître la silhouette voûtée de quelqu'un trop âgé pour être furtif, et pourtant agissant avec détermination. À St. Mildred's, toute intention après la tombée de la nuit était toujours suspecte. Elle retourna à sa chaise, mais ne se remit pas à tricoter. Elle prit le miroir brisé et le fit tourner dans ses mains. La fracture illumina la lumière de la lampe, divisant son reflet en deux êtres jumeaux, l'un serein, l'autre étrangement déformé. Elle se rendit compte que le village, lui aussi, avait un tel visage, une façade polie et un fond plus sombre qui le reflétaient parfaitement. Quelque part entre ces reflets, la vérité de Madame Cotterell avait dû vivre et mourir. Le lendemain matin, l'aube était humide et grise. Une légère odeur de fumée flottait dans l'air, et lorsque Miss Marple sortit, elle vit que quelqu'un avait allumé un feu de joie près des jardins ouvriers, un feu matinal et inutile qui sentait moins les feuilles que le vernis et le papier. Elle resserra son châle et se dirigea vers la poste sous prétexte d'acheter des timbres. Dans les villages, les courses étaient aussi utiles que les demandes de renseignements, à condition de garder un certain équilibre. À l'intérieur, Madame Simnett triait les lettres, avec la délicatesse et la malice d'une femme qui en savait trop sur la correspondance de chacun. Elle accueillit Miss Marple avec une sympathie exagérée. « C'est une affaire épouvantable, n'est-ce pas ? Pauvre Madame Cotterell. Mais entre nous, c'était une personne difficile, fière, secrète. Et ses lettres, toujours en recommandé, toujours à Londres. » Miss Marple sourit faiblement. « Ah, les lettres. Des ponts si fragiles entre ce que nous voulons dire et ce que nous craignons de dire. » Madame Simnett cligna des yeux, hésitant à accepter, et fouilla dans une liasse d'enveloppes. « L'inspecteur est venu tout à l'heure, » ajouta-t-elle. « Il s'est enquis d'éventuels envois postaux à destination ou en provenance de Madame Cotterell. Je lui ai dit ce que je savais.
Il y a eu 2 colis la semaine dernière, l'un envoyé à Bloomsbury, l'autre reçu de Brighton. Tous. 2 assurés, s'il vous plaît. Tout à fait honnête. Miss Marple la remercia et retourna dans la rue. La pluie avait commencé, fine et persistante, aplatissant la poussière en traînées sombres. Elle resta un instant sous l'auvent, pensive. Brighton. La famille de feu M. Cottrell y avait vécu autrefois. Se souvenait, elle, et quelque chose dans le ton des commérages de Madame Simnett suggérait une correspondance ni triviale ni récente. Peut-être la défunte n'était-elle pas revenue par simple sentiment, mais pour conclure une affaire laissée dangereusement ouverte. Alors qu'elle se dirigeait vers l'allée, une voix l'appela. C'était la nièce du vicaire, Emily Mayhew, qui se hâtait avec un parapluie à moitié plié par le vent. Son expression était pâle d'incertitude. « Mademoiselle Marple, je dois vous dire qu'ils ont arrêté M. Gresham. » Miss Marple ne parut pas surprise. « Arrêté, ma chère ? C'est un mot grave à une heure aussi matinale. On dit que l'inspecteur a trouvé une bague de Madame Cottrell dans le tiroir de son atelier. Mais il a juré ne jamais l'avoir vue auparavant. Je pense qu'il se trompe. »« J'imagine que c'est possible, » dit doucement Miss Marple. La vérité était rarement ponctuelle. Elle préfère arriver en retard pour sa propre protection. Émilie hésite, tournant la poignée de son parapluie. « Il y a autre chose. J'ai vu Madame Cottrell avec un homme la veille de sa mort. Pas Monsieur Gresham. Quelqu'un de plus âgé, d'apparence respectable, avec un chapeau gris. Ils étaient près du chemin du moulin. Je n'en ai pas parlé à l'inspecteur car je n'en étais pas sûr. » Le regard de Miss Marple s'adoucit. « Il ne faut jamais être totalement sûr, Miss Emily. C'est comme ça que l'innocence se transforme en culpabilité dans des villages comme le nôtre. Mais je suis ravi que vous me l'ayez dit. » Elle continue sa route seule, l'image de l'homme au chapeau gris lui traversant l'esprit. La respectabilité, toujours le masque parfait pour masquer le trouble. Elle se retrouva près de l'étang du moulin, l'eau épaisse de pluie et les faibles ondulations de l'écluse. Quelque chose de pâle flottait près des roseaux. Elle se pencha avec difficulté, utilisant la pointe de son parapluie pour l'approcher. C'était un morceau de toile cirée déchiré, raidi par le vernis. Des traces de fibres de papier y adhéraient, comme si un écrit avait été brûlé, puis jeté négligemment. Elle le retourna et, sous le lustre du vernis, elle aperçut une faible trace d'encre, un fragment de signature, peut-être, la courbe d'un L suivie d'une indistincte fioriture. Miss Marple replia soigneusement le morceau dans son mouchoir. Derrière elle, la roue du moulin tourna une fois, grinçant comme si elle hésitait à bouger. Le bruit résonna faiblement au-dessus de l'étang, se mêlant au lent clapotis de la pluie à un rythme proche de celui de la respiration. De retour à son chalet, elle déposa le nouveau, fragment à côté du bouton et du morceau de lettre. 3 vestiges de dissimulation, chacun incomplet. Elle les regarda en silence, puis le miroir fissuré toujours posé sur la table. Reflets, fragments, choses à moitié détruites mais refusant de disparaître. Les gens étaient là les mêmes. Alors qu'elle prenait sa tasse de thé, une pensée soudaine la fit s'arrêter. La bague de Madame Cottrell, retrouvée dans le tiroir de M. Gresham. Trop facile à trouver, trop facilement accablante. Un piège, peut-être, tendu par quelqu'un qui comprenait à quoi ressemble la culpabilité lorsqu'elle est polie par les apparences. Quelqu'un qui savait que la vérité, tel un vernis, pouvait faire briller même la tromperie. Midi sonna. Miss Marple se leva, l'air calme mais intérieurement alerte. Quelque part à Sainte Mildred, une main venait de se déplacer pour cacher quelque chose d'autre. Elle le trouverait, bien sûr discrètement, inévitablement mais pas en regardant directement. Il faut approcher la vérité comme un oiseau timide, par le silence et la patience. L'horloge du village avait à peine terminé son 12e coup, que Miss Marple enfila son imperméable et se dirigea vers le presbytère. La route était glissante, les flaques d'eau brillaient de soleil, et l'air avait ce léger goût métallique qui précédait toujours un nouveau trouble. Elle marchait lentement, mais pas sans but. Elle avait l'intention de tester quelque chose, pas une théorie à proprement parler, mais un instinct qui commençait à se former comme une forme derrière du verre dépoli. Le vicaire la reçut avec une politesse solennelle. Son bureau sentait le papier humide et les bonnes intentions. Sur le bureau se trouvait une petite pile de lettres paroissiales et le dernier numéro du Church Times, plié sans être lu. Il semblait reconnaissant de sa compagnie. « Ces derniers jours ont été très pénibles, mademoiselle Marple, » dit-il en joignant les mains. « Tant de bavardages, tant de visites. J'aimerais tant que les gens laissent la police faire son travail. J'imagine qu'ils le feront, dit-elle doucement, une fois qu'ils auront dit ce qu'ils avaient à dire. Parler, tu sais, c'est une forme de soulagement. Comme une confession, mais sans pardon. » Il parut surpris, puis sourit faiblement.
Tu as toujours une façon de présenter les choses. » Son regard se porta vers la fenêtre, où les gouttes de pluie ruisselaient sur la vitre. « Tu as entendu dire qu'ils ont inculpé le pauvre Gresham ? Terrible affaire. Il n'est pas assez intelligent pour recourir à la violence. » Miss Marple inclina la tête. « Pas assez méchant, je crois. On tue rarement par simple colère. Le plus souvent, c'est par la peur d'être démasqué, ou de perdre ce qui préserve leur illusion de décence. » Le vicaire fronça les sourcils, peut-être perturbé par le calme de sa voix. « Vous ne croyez donc pas qu'il l'a fait ? » ?»« Je crois, » répondit-elle doucement, « que les gens sont rarement aussi simples qu'on le pense. » Elle le remercia pour le thé et se leva pour partir. En traversant le hall, elle remarqua un manteau sur le porte-manteau, un chapeau gris d'homme au-dessus, encore légèrement luis sous la pluie récente. Un curieux mariage pour une maison sans visiteurs ce matin-là. Son regard s'y arrêta un instant plus longtemps que la courtoisie ne l'exigeait, puis elle ressortit dans l'allée. La pluie s'était calmée, mais les nuages étaient un au bas et l'air était lourd, empreint d'attente. Près du chemin du moulin, une silhouette attendait Emily Mayhew, de nouveau, l'air incertain et pâle, ses mains gantées tordant un papier plié. « Mademoiselle Marple, dit-elle, j'ai bien peur de ne rien avoir dit hier. L'inspecteur Fletcher m'a conseillé de ne pas m'en mêler. On met souvent en garde contre toute implication, dit gentiment Miss Marple. Ils confondent prudence et vertu. Qu'est-ce qui vous inquiète, ma chère ? » Émilie tendit le papier, humide sur les bords. « Je l'ai trouvé ce matin. Il était caché derrière l'étagère des recueils de cantiques, dans la sacristie. Je crois qu'il vient de Madame Cotterell. » Miss Marple le déplia soigneusement. L'encre était floue, mais quelques lignes restaient lisibles. S'il apprend la vérité, cela le détruira. Mais le silence pourrait me détruire. J'irai au moulin après la fête, quand ce sera calme. Il n'y avait pas de signature, mais l'inclinaison de l'écriture assurée mais tremblante lui était familière. Elle le replia, l'air pensif. « Je me demande qui était-il » murmura Émilie. « Ah » dit Miss Marple, « le monde est rempli de îles possibles, n'est-ce pas ? Certains sont dangereux, d'autres simplement faibles. La différence réside dans le bénéfice du silence. » Elles se dirigèrent ensemble vers la place, où les stands de la fête se dressent encore à moitié démontés, les rubans tombant comme des confessions décolorées. Madame Price Ridley était là, supervisant d'un pas vif le retrait des banderoles. « À mon avis, » déclara-t-elle avant que l'une ou l'autre femme ne puisse la saluer, « la police a raison. Cet homme au moulin a toujours été un drôle de poisson. Et elle, Madame Cotterell, eh bien, les femmes qui reviennent au village le font rarement sans avoir terminé leurs affaires. »« En effet, » dit Miss Marple d'un ton doux. « Et parfois, quand on veut en finir avec une affaire, on finit par l'achever. » Madame Price Ridley cligna des yeux, incertaine d'avoir été d'accord ou contredite. Mademoiselle Marple poursuit sa route à travers la pelouse, les yeux légèrement plissés. Près du portail de l'église, l'inspecteur Fletcher discutait avec la receveuse des postes. Leur conversation cessa dès qu'elle s'approcha. « Ah, Miss Marple, dit-il d'un ton trop désinvolte. Je règle juste les derniers détails. J'ai cru comprendre que vous avez mené une petite enquête vous-même. »« Oh là là, rien d'aussi déplacé, » répondit-elle. « J'écoute, c'est tout. On vous dit tout, pourvu qu'on soit incompris. » Il eut un petit rire sec, mais ne nia pas. « Vous serez peut-être intéressé d'apprendre que l'un des colis de Madame Cotterell de Brighton contenait des papiers personnels, testaments, lettres, quelques vieux documents financiers. Apparemment, tout a brûlé. L'incendie de Gresham a fait le reste. » Le regard de Miss Marple se porta sur le moulin. « Comme il est soigné, » dit-elle doucement, « pour un homme si maladroit en tout. » L'inspecteur fronça les sourcils. « Vous pensez que quelqu'un a posé l'anneau, peut-être ? Ou l'incendie ?» Elle sourit faiblement. « Oh, je crois que les gens s'aiment beaucoup de choses. Inspecteur des idées, des soupçons, parfois même de la gentillesse. La question est simplement de savoir à qui profite leur croissance. » Il la regarda attentivement. « Et à ton avis, qui profite ici ?» Les yeux de Miss Marple se tournèrent vers le presbytère, dont les fenêtres brillaient faiblement à travers les arbres. Peut être que celui qui croit que le pardon s'obtient mieux en enterrant la vérité, ou en la noyant. Il suivit son regard, et pendant un instant, ni l'un ni l'autre ne parla. La pluie recommença, douce et persistante, masquant les bruits du village. Fletcher finit par soulever son chapeau et s'éloigna vers la maison du gendarme. Miss Marple resta immobile, l'humidité s'infiltrant à travers ses chaussures. Quelque chose dans la lettre, les papiers brûlés et le morceau légèrement verni formaient un motif, non pas de preuve, mais d'émotion. Honte, regret, illusion. Les plus vieux motifs du monde, habillés avec respect. Elle se tourna enfin vers l'église,
ouvrant son parapluie avec un léger soupir. Derrière elle, un volet du presbytère se referma brusquement, comme si quelqu'un avait regardé et perdu son sang-froid. Le bruit du volet s'était à peine éteint que la cloche de l'église sonna la demi-heure, son carillon se propageant dans la brume comme des ondulations sur une eau calme. Miss Marple marchait lentement vers le porche, son parapluie bien fixé contre la pluie fine. Un silence régnait sur St. Mildred, celui qui naît non pas de la paix, mais de l'attente. Derrière les rideaux tirés, les gens réfléchissent, et lorsque les villageois réfléchissent trop longtemps en silence, la vérité se déformait souvent. La porte du presbytère restait fermée. Pourtant, dans le cimetière, une silhouette s'avançait, légèrement courbée, enveloppée dans son manteau. C'était la gouvernante du vicaire, Madame Partridge, penchée près d'une rangée de tombes. Miss Marple crut d'abord qu'elle soignait des fleurs, mais les gestes de la femme étaient trop précipités, trop discrets. Puis se fit entendre le faible bruit d'un objet métallique heurtant une pierre. Miss Marple s'approcha sans bruit, ses chaussures s'immobilisent sur l'herbe mouillée. Quelle matinée pour jardiner, Madame Partridge, dit-elle doucement. La gouvernante sursauta, manquant de perdre pied. « Oh, Miss Marple, vous m'avez bien secouée. » Ses mains se dirigèrent vers la poche de son tablier. Je faisais juste de l'ordre. On laisse des détritus même parmi les morts, vous savez. Le regard de Miss Marple se posa sur la petite bêche à moitié cachée dans l'herbe. En effet, les morts sont souvent plus ordonnés que les vivants. Elle sourit, douce et sans agressivité, mais l'autre femme rougit et marmonna quelque chose à propos de terre humide et de genoux douloureux avant de se précipiter vers la porte de la sacristie. Lorsqu'elle est partie, Miss Marple se pencha pour examiner la parcelle de terre remuée. Une légère empreinte subsistait là où un objet carré avait été récemment soulevé. Quoi que ce soit, cela n'appartient pas à la terre depuis longtemps. À l'intérieur de l'église, l'air était frais et légèrement parfumé à la cire de bougie. Miss Marple s'avança dans l'allée, s'arrêtant près de l'étagère du recueil de cantiques où Émilie avait trouvé la lettre. La porte de la sacristie était entr'ouverte à travers elle. Elle vit Madame Partridge remplacer une clé en laiton sur son crochet avec un soin exagéré. Leurs regards se croisèrent brièvement. Le sourire de la femme était fragile. « Vous êtes très dévouée, Madame Partridge, » dit doucement Mademoiselle Marple. « Le vicaire doit compter beaucoup sur vous. » La gouvernante serra les lèvres. « Il faut bien que quelqu'un veille à la propreté, Miss Marple. Certains ignorent où s'arrête la bienséance et où commence la méchanceté. »« Ah !» dit Miss Marple, une distinction qui déroute parfois même le clergé. Il n'y eut aucune réponse. Seul le léger bruit des chaussures de la gouvernante quittait le couloir. Lorsque Miss Marple ressortit, la pluie s'était épaissie en un fin rideau argenté. L'étang du moulin, au-delà de l'église, luisait sombrement, sa surface jaunissant de cercles réguliers, où les gouttes tombaient. Et là, près de la rambarde, se tenait l'inspecteur Fletcher, le col de son manteau relevé, le visage pâle comme sous le choc. « C'est encore arrivé, dit-il sans préambule. Viens. » Ils traversèrent ensemble le sol glissant en direction du moulin. L'agent de service avait l'air sombre. À l'intérieur, l'air était chargé de vernis et de bois humide. Près de l'établi de l'atelier gisait un manteau d'homme, trempé et maculé de boue. Apparemment celui de M. Gresham, mais l'homme lui-même était introuvable. Fletcher fit un geste vers le canal d'écluse ouvert. « Je l'ai sorti il y a une demi-heure. Mort. On dirait qu'il est entré pour détruire des preuves de papier, peut-être. L'imbécile a mis le feu au reste, noyé pour rien. » Miss Marple ne répondit pas. Son regard parcourut la scène, les restes calcinés des registres, une pile de documents à moitié brûlés, et parmi les cendres, une faible trace de cire, cachetée fondue. L'odeur de fumée se mêlait à celle de l'eau de la rivière, l'odeur d'un secret autrefois révélé malgré lui. Elle se pencha légèrement, sa main gantée effleurant un morceau carbonisé, où 2 mots restaient écollés, codicile exécuté. « Tu crois que c'est un suicide ?» demanda-t-elle doucement. L'inspecteur hésita. « C'est possible. Mais ça fait trop joli, non ? La fin commode d'un coupable. »« Oui, » dit Miss Marple, « la culpabilité se dissipe rarement aussi bien. Elle préfère s'attarder, comme la moisissure. » Elle regarda vers la porte où la lumière tombait en barres irrégulières. Dans un coin, quelque chose brillait faiblement une chaîne, récemment cassée. Elle la toucha délicatement. Une chaîne de montre, peut-être, même s'il ne restait plus de montre. Son esprit parcourut doucement les détails, sans les forcer ni les ignorer. Il faut laisser la vérité s'exprimer à son rythme, comme un invité timide. Dehors, les villageois s'étaient déjà rassemblés, attirés par le bruit de l'alarme. Madame Price Ridley murmurait furieusement à qui voulait l'entendre, tandis que le vicaire se tenait un peu à l'écart, son chapeau à la main,
l'air figé dans une sombre résignation. Mademoiselle Marple s'approcha de lui d'un ton empreint de compassion. Une affaire des plus tragiques, révérend. 2 morts si rapprochés, cela doit être lourd. Il hocha la tête, terriblement. Pauvre Gresham, faible d'esprit, peut-être, mais pas méchant. Et Madame Cotterell, j'aurais seulement aimé qu'elle consulte plus tôt. Miss Marple pencha la tête. Une confession, peut-être, ou une autre forme d'absolution. Ses yeux clignent. Nous avons tous des fardeaux, Miss Marple. Il vaut mieux en laisser certains à Dieu. En effet, murmura-t-elle, mais il y a un moyen de nous les rendre d'une manière ou d'une autre. Le regard du vicaire se posa. Derrière eux, l'écluse grinça tandis que l'eau s'engouffrait à nouveau, emportant les dernières cendres. Elle emporta avec elle un petit objet qui fut brièvement emporté par le courant avant de disparaître quelque chose qui brillait comme du métal poli. Plus tard, alors que le crépuscule tombait sur les chaumières, Miss Marple était de nouveau assise dans son salon. Le miroir fêlé, le bouton, la lettre, et maintenant le morceau de parchemin juridique. Chaque fragment reposait sur sa table, incomplet mais insistant. Le schéma était plus clair maintenant, l'héritage, la honte et un silence acquis au prix de vie. Pourtant, une question persistait, silencieuse et obstinée, qui avait payé le plus cher pour préserver sa respectabilité. L'horloge sonna doucement, marquant le passage d'1 heure. Par la fenêtre, une lumière vive éclairait le bureau du presbytère. Le regard de Miss Marple s'attarda sur elle, non pas avec accusation, mais avec contemplation comme on regarde une bougie et se demandant quelle ombre elle cache. La lueur du bureau du presbytère brillait invariablement dans l'obscurité, un carré de lumière indéfectible au milieu des brumes flottantes. Miss Marple était assise, immobile, la lumière de la lampe éclairant doucement son visage, son expression douce, ses pensées, tout sauf cela. Dans le petit miroir fêlé, le reflet de cette fenêtre lointaine tremblait faiblement, comme si la maison elle-même était inquiète sous son calme. Elle se leva, enroula son châle autour de ses épaules et attrapa son parapluie bien qu'il ne pleuvait plus. Après tout, certaines courses s'accomplissaient mieux sous couvert de courtoisie. Le vicaire la reçut promptement, avec la politesse d'un homme qui a déjà répété. Le bureau sentait le vernis et les vieux sermons. Les livres étaient parfaitement rangés, même si la poussière entre leurs dos racontait une histoire plus calme. Sur la cheminée, une photographie encadrée de feu M. Cotterell accrochait la lumière un homme sérieux, les traits nets, l'expression indéchiffrable. Miss Marple laissa son regard s'attarder un instant de trop. « Je crains de ne pas vous apporter de réconfort », révèle-t-elle d'un ton d'excuse. « Mais je me demandais si Madame Partridge était à la maison. Je tenais à la remercier pour son entretien du cimetière. »« Elle est partie au village, » répondit-il rapidement, trop rapidement. « Une petite course pour moi. » Miss Marple inclina la tête. « Quelle attention! Elle est très dévouée. » Il y eut un silence. La main du vicaire s'agita distraitement pour redresser un livre qui n'en avait pas besoin. « Ces morts vous ont-elles perturbée, Miss Marple ? Je les trouve plutôt révélateurs, a-t-elle déclaré. La tragédie l'est souvent. Elle révèle ce qui a été longtemps caché, même si ce n'est pas toujours ce à quoi les gens s'attendent. Il eut un rire bref et gêné. « Vous ne suggérez tout de même pas la méchanceté ici, à Saint Mildred ?» Elle le regarda avec un intérêt discret. « La méchanceté ? Oh non, simplement le genre de tromperie ordinaire qui prend racine là où l'orgueil et la pitié se mêlent, celle qui commence par la gentillesse et finit par la ruine. » Quelque chose brilla alors dans son expression, non pas de la culpabilité, précisément, mais de la reconnaissance. « Tu as une curieuse façon de voir le monde, » dit-il. « On apprend, révérend, » répondit-elle doucement. « L'âge donne du recul si l'on écoute plutôt que de regarder. » Elle demanda à voir les comptes de l'Église, une requête formulée avec une telle innocence qu'il accepta aussitôt. Alors qu'il ouvrait le tiroir du placard, elle remarqua l'hésitation de ses doigts, avant de soulever le registre le léger tremblement d'un homme craignant d'être découvert, même si son innocence pouvait encore être défendue. Il lui tendit le volume avec précaution. À l'intérieur, les écritures étaient précises au shilling près, jusqu'au dernier mois où la propreté laissait à désirer. 2 dont tous 2 importants avaient été enregistrés avec des encres différentes, comme modifiés après coup. L'un d'eux portait le nom de L. Cotterell. Miss Marple referma délicatement le registre. « Comme c'est généreux de sa part, » murmura-t-elle, « même après toutes ces années d'absence. »« Oui, » répondit le vicaire, « encore trop vite. Une sorte d'héritage. Elle souhaitait soutenir la restauration de l'Église. C'est très noble. »
Son regard se porta de nouveau sur la photo, et peut-être aussi un moyen de réconcilier sa conscience. Il se retourna brusquement. « Que veux-tu dire ?»« Seulement, la générosité et la culpabilité sont cousines, » dit-elle. Elles fréquentaient les mêmes maisons, mais jamais ensemble. Il n'ajouta rien, et elle n'insista pas. Après quelques instants de politesse discrète, elle prit congé, la porte se refermant doucement derrière elle. La fraîcheur de la nuit était un soulagement. Tandis qu'elle descendait le sentier, la silhouette de Madame Partridge émergea de l'ombre essoufflée, portant un petit paquet enveloppé dans du papier kraft. « Bonsoir, dit aimablement Miss Marple. Une soirée chargée pour le presbytère. » Le regard de la gouvernante se porta vers la porte. « Juste des courses, mademoiselle. Des choses qui ne peuvent pas attendre demain matin. »« Je comprends tout à fait, » dit Miss Marple. « Certaines choses préfèrent l'obscurité. » Elle sourit, s'écarta et laissa passer la femme. Mais son regard suivit le paquet, la façon dont Madame Partridge le tenait fermement, comme s'il allait se dissoudre sous la pluie. Sous le papier, une légère odeur de vernis flottait dans l'air. Lorsque Miss Marple arriva à son cottage, elle avait déjà élaboré son plan. Accusé n'avait pas grand-chose à gagner la vérité. Une fois acculé, s'enfuyait souvent. Mieux valait, pensa-t-elle, l'inviter à sortir doucement, sans méfiance. Elle écrivit 3 courts mots avant de se coucher, un à l'inspecteur Fletcher, un autre au vicaire et le dernier à Madame Partridge. Chacun contenait le même message simple. « Veuillez me rejoindre demain à 16 heures au moulin. Il y a quelque chose que vous devriez entendre avant qu'il ne soit trop tard. » L'après-midi suivant arriva clair et lumineux, la brume dissipée, mais l'air toujours vif. L'étang du moulin était à nouveau serein, sa surface reflétant un ciel innocent. Miss Marple se tenait près de la balustrade, son sac à tricot sur un bras, l'air calme. Un par un, ils arrivèrent sur l'inspecteur d'abord, méfiant mais curieux, puis le vicaire, pâle sous son chapeau, et enfin Madame Partridge serrant trop fort ses gants. « Je suis désolée de vous déranger, » commença Miss Marple d'un ton doux, « mais j'ai pensé qu'il était juste que nous parlions franchement avant que la rumeur ne le fasse à notre place. Voyez-vous, certaines choses ont été révélées, des papiers brûlés et des cadeaux offerts, des signatures manquantes. » Son regard passa d'un visage à l'autre, et quelque part parmi eux se cache un acte non pas de cruauté, mais de clémence malencontreuse. La main du vicaire tressau à son côté. L'inspecteur fronça les sourcils, mais ne dit rien. Les lèvres de Madame Partridge s'entr'ouvrirent, mais aucun son n'en sort. Madame Cotterell, poursuivit Mademoiselle Marple, croyait préserver la réputation d'autrui. Mais quelqu'un d'autre, peut-être par souci de sainteté ou de fierté, a décidé que la confession risquait d'être trop dangereuse. Et voilà 2 morts, alors que le silence n'aurait suffi ni à l'une ni à l'autre. La gouvernante émit un bruit étranglé, mi-protestation, mi-application. « Vous ne comprenez pas, » murmura-t-elle. Elle voulait le lui dire, le ruiner. Je ne pouvais pas la laisser faire. Ça aurait tout détruit. L'Église, sa réputation. « Ah !» dit doucement Miss Marple, tant de mal à protéger les apparences, et si peu d'attention à ce que les apparences cachent. Le vicaire se détourna, les épaules tremblantes. Fletcher s'avança, le visage indéchiffrable, et prit doucement la femme tremblante par le bras. La brise agitait les roseaux, projetant un léger scintillement à la surface de l'étang, un miroir ondulant brièvement, révélant la vérité en mouvement avant de se stabiliser. Miss Marple l'observait en silence, l'air indéchiffrable. Sa respectabilité avait été préservée, certes, mais à un prix trop élevé pour qu'un sermon puisse la racheter. Pourtant, pensa-t-elle, Dieu comprenait peut-être mieux que les hommes. Un silence suivit les paroles de Miss Marple, rompu seulement par le doux murmure de l'étang du moulin, le lent sifflement du vent dans les joncs. Les mains de Mrs. Partridge étaient devenues molles sous la main de l'inspecteur, son regard fixé sur l'eau, comme si elle attendait qu'elle se lève pour juger. Le vicaire se tenait à l'écart, la tête baissée, son chapeau tremblant légèrement entre ses doigts. Personne ne parlait. Le silence, songea Miss Marple, était la forme la plus authentique de la confession. Puis, silencieusement, elle s'approcha de la balustrade. « Il y a toujours une miséricorde dans la vérité, tu sais, dit-elle, même quand elle arrive trop tard pour nous réconforter. » Madame Partridge émit un son qui ressemblait à un sanglot ou à un soupir. Je ne voulais pas juste arrêter. Elle est venue ici ce soir-là, disant avoir des preuves, des papiers sur l'héritage, des lettres qui pourraient se le ruiner. Je l'ai suppliée d'attendre, mais elle a ri, disant que le passé ne pouvait pas être enterré à jamais. Et quand elle s'est retournée pour partir, sa voix s'éteignit. C'était un accident. Elle a glissé, je le jure. Le crayon de l'inspecteur hésitait au-dessus de son carnet.
Vous avez essayé de l'aider? Je ne sais pas, c'est arrivé si vite. Puis le courant se pressa. Je pensais que brûler les papiers mettrait fin à tout. Et quand M. Gresham a vu, je ne lui ai rien dit. Il a peut-être deviné, mais il a eu pitié de moi. Miss Marple la regarda avec douceur, sans aucune expression de triomphe. La pitié est une bonté dangereuse, ma chère. Elle encourage le silence là où la vérité devrait s'exprimer. Fletcher hocha la tête d'un air sombre. Il nous faudra une déclaration complète. Son ton était professionnel, mais il y avait quelque chose de presque las. Sainte Mildred n'avait jamais promis beaucoup d'émotion. La tragédie, lorsqu'elle survenait, semblait perturber la paix. La gouvernante fut emmenée, murmurant encore des phrases entrecoupées. Le vicaire ne bougea pas. Ses yeux restèrent fixés sur l'étang, ce calme miroir d'hypocrisie et de grâce. « Elle l'a fait pour moi, dit-il enfin, à peine audible. Je ne le lui ai jamais demandé, mais elle pensait que c'était un péché qu'il fallait enterrer. » La voix de Miss Marple était douce comme la pluie. « On enterre tous quelque chose. Reviens. Le problème, c'est que ça reste rarement enterré. » Il la regarda alors, pâle et parfaitement humain. « Tu penses que je suis coupable aussi ?»« Je pense, dit-elle, que la culpabilité et l'innocence partagent souvent la même maison, parfois même le même cœur. » Fletcher s'éclaircit la gorge. « Il faudra vérifier l'histoire, les documents, la bague, l'incendie. Ce n'est peut-être pas aussi simple qu'elle le croit. »« En effet, » murmura Miss Marple, « les choses simples le sont rarement. » La réunion se termina dans un silence presque cérémoniel. Fletcher escorta Madame Partridge vers la voiture qui l'attendait. Le vicaire, pris de remords, retourna lentement sur le chemin. Miss Marple resta en arrière. La brise charriait de faibles ondulations sur l'eau, délogeant un lambeau pâle qui dérivait vers ses pieds, un fragment de parchemin au bord roussi. Elle le souleva avec précaution et le laissa contre son gant. Un léger sceau gravé était encore visible Cottrell Gresham, avocat de Much Benham. Elle le replia dans son mouchoir. Il y avait là une signification, elle le savait, qui transcende la culpabilité ou l'accident, une forme que l'esprit percevait, mais ne pouvait encore nommer. La brûlure, l'héritage, la signature altérée. Cela ne correspondait pas au tableau que Madame Partridge avait peint, et Miss Marple n'avait jamais été du genre à laisser les choses incohérentes tranquilles. Le soir, le village résonnait de nouveau de rumeurs. L'arrestation de Madame Partridge avait confirmé ce que les gens souhaitaient secrètement, que le mal, une fois nommé, puisse être contenu. La respectabilité, si profondément ébranlée, se résoudrait déjà. Au Rose and Crown, les hommes parlaient solennellement de leçons de morale. Chez l'épicier, on entendit Madame Price Ridley décrire la tragédie avec une telle précision qu'on aurait pu la prendre pour un témoin oculaire. Personne ne mentionna directement le vicaire, mais son sermon de ce dimanche-là, tout le monde en convient, serait remarquable. Pendant ce temps, Miss Marple préparait son thé et s'assit près de la fenêtre, écoutant. Les voix s'échappaient faiblement, à travers la vitre. Spéculation polie, réflexion morale, une communauté soulagée d'avoir trouvé la paix. Mais la paix, pensait-elle, était un réconfort dangereux. Elle se sert une autre tasse, laissant la pensée se poser aussi légèrement que la vapeur. Un léger coup interrompit sa rêverie. L'inspecteur Fletcher se tenait sur le perron, le visage embrumé. « Vous avez raison, dit-il doucement. Il y a quelque chose qui cloche. Nous avons examiné les restes de ces papiers brûlés. Une page a survécu à un extrait d'un codicille, mais les noms ne correspondent pas au testament enregistré. On dirait un faux. » Miss Marple lui fit signe d'entrer, d'un ton calme mais curieux. « Faux, dites-vous ? Alors il semble que la pauvre Madame Partridge n'était pas la seule à préserver les apparences. Il lui tendit le morceau, les bords noircis, les mots à moitié perdus. Parmi les fragments visibles, les révoqués à L.A., affectés au révérend S., l'encre était floue, mais le sens était indéniable. « Lydia Cottrell l'a découvert, » dit doucement Miss Marple, « et quelqu'un d'autre a découvert qu'elle savait. » Fletcher fronça les sourcils. « Vous voulez dire que le vicaire a falsifié son propre héritage ?» Elle baissa les yeux vers la page noircie, le sceau fragile maintenant fissuré comme le miroir de sa cheminée. « Pas par cupidité, peut-être, dit-elle, mais par rédemption. Les gens ont d'étranges façons de payer leurs dettes envers Dieu. » L'inspecteur marmonna quelque chose entre ses dents, frustration, incrédulité, puis se redressa. Il faudra l'interroger à nouveau. Miss Marple secoua la tête. « Pas ce soir. Qu'il se repose sur son sermon. La vérité ne se gâtera pas en une seule soirée. » Après son départ, elle resta près du feu, le codicille posé à côté de sa tasse. Les flammes vacillent,
se reflétant faiblement dans les deux moitiés du miroir brisé. Dans l'un des reflets, son visage était net dans l'autre, déformé par la fracture. Cela semblait, pensa T.L., un emblème parfait pour Sainte Mildred, un côté poli par la piété, l'autre brisé par la tromperie. Elle se laissa aller en arrière, écoutant le léger bourdonnement de l'étang au-delà des murs. Quelque part, sous la surface immobile, quelque chose subsistait encore, non pas une preuve, mais la compréhension. C'était toujours pareil dans ces villages, ce que les gens craignaient le plus. Ce n'était pas l'exposition, mais la reconnaissance. L'horloge sonna 9 heures, son carillon doux et précis. Miss Marple ferma les yeux et un léger sourire, ni bienveillant ni cruel, effleura ses lèvres. Demain apportera des explications, mais ce soir était placé sous le signe du calme et de la paix fragile qui s'installe lorsqu'un secret commence à s'éteindre. La nuit était tombée sur Sainte Mildred, une obscurité qui semblait consciente d'elle-même, douce, attentive, posée. Dans sa chaumière, Miss Marple attisait le feu mourant et regardait ses faibles reflets rouges trembler sur le miroir craquelé. Le village, au loin, était silencieux. Maintenant même l'étang du moulin s'était calmé, son eau conservant le calme d'un souvenir trop chargé. Elle n'était pas allée se coucher. Certaines pensées, une fois pleinement réveillées, refusaient de s'apaiser. Sur la cheminée gisait le fragment noirci du codicille. L'encre était pâle mais insistante, son message suffisamment clair pour quelqu'un qui avait passé sa vie à étudier ce que les gens cherchent à dissimuler. Le nom du révérend, à moitié effacé par la cendre, persistait là comme un murmure. Miss Marple prit ses lunettes, les ajusta légèrement et relut les mots qui restaient. Ce n'était pas la cupidité, pensa-t-elle, qui l'avait poussée à falsifier le document. C'était le remords, la forme la plus sacrée de l'auto-illusion. Dehors, des pas approchèrent dans la ruelle. Elle les reconnut avant même qu'on frappe à la porte ferme. Lasse, la démarche d'un homme qui avait passé sa soirée entre conscience et devoir. Lorsqu'elle ouvrit la porte, l'inspecteur Fletcher se tenait là, le col embué de buée. « Je pensais que tu étais peut-être encore réveillé, » dit-il en ôtant son chapeau. Le vicaire a disparu. L'expression de Miss Marple ne changea pas. « Ah, alors peut-être est-il parti là, où la vérité est plus silencieuse que le jugement. Il a quitté le presbytère après les vêpres, » continua Fletcher. « Il a dit à sa gouvernante qu'il allait se promener pour se changer les idées. Il n'est pas revenu. Nous avons retrouvé son manteau près du moulin. »« Le même moulin, murmura-t-elle, où la culpabilité s'est déjà noyée 2 fois. » Il la regarda, perplexe mais confiant dans son ton. « On a des hommes qui fouillent les banques. Je me suis dit, eh bien, on remarque souvent ce que les autres ne voient trop pas. Seulement parce que je n'attends pas de bon sens du cœur humain, » répondit-elle. Elle prit son châle et sa lanterne, et ensemble, elles sortirent dans la nuit. Le brouillard pesait sur l'eau, et l'air sentait la terre humide et la décomposition. Les faisceaux des lanternes glissaient à la surface, s'accrochant aux roseaux, au bois flotté et à la faible lueur de la vanne. Aucun bruit ne troublait le silence, si ce n'est le doux murmure du courant, une voix qui avait porté trop de secrets. Miss Marple s'arrêta près de la berge, sa lanterne tremblant légèrement dans sa main. « Il ne sera pas dans l'eau, inspecteur, » dit-elle enfin. Ce serait trop définitif. Le révérend est un homme de demi-mesure. Il serait allé là où le pardon ressemblerait le plus à une retraite. Fletcher fronça les sourcils. « Ce qui veut dire... » « L'église, » dit-elle simplement. Ils le trouvèrent là, agenouillé devant l'autel, le bas de sa soutane encore humide. L'unique bougie qu'il avait allumée projetait une ombre longue et instable sur le mur de pierre, divisant sa silhouette en deux, un côté lumineux, l'autre plongé dans l'obscurité. Il ne se retourna pas lorsqu'ils entrèrent. « Je me demandais combien de temps cela prendrait, » dit-il doucement. « Vous avez tous les deux été patients. » Fletcher s'avança d'une voix mesurée. « Vous devez nous accompagner, monsieur. On pourra discuter sérieusement à la gare. » Les mains du vicaire se crispèrent sur la rambarde. Il y a peu de choses que Miss Marple n'ait jamais devinées. Lydia Cottrell savait la vérité. J'avais modifié le testament de son mari des années auparavant, quand j'étais jeune et assez stupide pour croire que je travaillais pour Dieu. Je croyais que cet argent servirait mieux à la paroisse. C'était malhonnête, bien sûr, mais je me suis dit que c'était une nécessité divine. À son retour, elle en a trouvé la preuve. Elle a menacé de me dénoncer. Le ton de Miss Marple était doux, presque maternel. « Alors, vous l'avez cherchée à la fête ?» Il hocha la tête. Je l'ai suppliée. Elle a refusé de m'écouter. J'aurais avoué sincèrement, sans ce qui s'est passé ensuite. Madame Partridge l'a vue tomber.
Elle m'a dit plus tard qu'elle avait détruit les papiers pour me protéger. Mais ensuite, la pauvre Gresham est tombée dessus et a paniqué. L'incendie, les mensonges, tout ça pour mon salut. Et je l'ai laissé faire. L'inspecteur expira, le poids de la bureaucratie pâlissant devant la faiblesse humaine. « Vous devrez faire une déclaration complète, révérend. J'en ai l'intention, dit-il. Mais ce soir, je voulais seulement prier. J'ai passé des années à prêcher la grâce, mademoiselle Marple. Je n'avais jamais réalisé à quel point elle dépendait du fait d'être découvert. » Elle le regarda avec une pitié silencieuse. « Il existe de nombreuses formes de grâce, révérend. Certains portent des robes noires, d'autres tricotent au coin du feu et remarquent quand le monde commence à s'effondrer. Ses lèvres tressaillaient, l'ombre d'un sourire. Alors tu as mieux accompli l'œuvre de Dieu que moi. » La bougie vacilla, s'éteignit et s'éteignit. Fletcher posa une main sur l'épaule du vicaire et, ensemble, ils se tournèrent cantés vers la porte. Miss Marple s'attarda encore un instant. Dans l'obscurité soudaine, le miroir fissuré de son esprit, cette réflexion infinie entre la décence et la tromperie trouve son écho dans la lueur de l'autel vide. La frontière entre la vertu et la vanité, pensa-t-elle, était aussi ténue qu'un filet de lumière sur l'eau. Dehors, le brouillard se levait. L'aube approchait, hésitante mais visible à l'horizon. Une grive se mit à chanter, timide et claire. Le village allait bientôt s'éveiller à une nouvelle qu'il connaissait déjà à moitié, et au petit déjeuner, Sainte Mildred aurait trouvé le moyen de mêler le péché à la compassion, comme le font toujours les villages anglais. En rentrant chez elle par le chemin humide, Miss Marple s'arrêta un instant pour jeter un coup d'œil vers l'étang du moulin. Sa surface était parfaitement lisse, comme si aucune main ne l'avait jamais perturbée. Pourtant, sous ce silence, elle percevait le lent mouvement des mauvaises herbes, le doux frémissement de choses pas encore totalement oubliées. Les apparences, pensa-elle, n'étaient jamais aussi calmes qu'elles le paraissent, et les secrets, comme les reflets, ne mouraient jamais vraiment. Le matin se déployait avec une douceur trompeuse, une pâle lumière se déposant sur les toits de chaume de Sainte Mildred. L'étang, aperçu depuis la fenêtre de Miss Marple, miroitait faiblement sous un voile de brume, comme s'il refusait de se souvenir de ce qu'il avait vu. La fumée des feux du petit déjeuner montait en volute, se mêlant aux nuages fins, et le son des cloches de l'église résonnait doucement dans les champs. Le village, semblait-il, avait choisi l'oubli. Miss Marple se déplaçait dans sa chaumière avec une précision silencieuse, disposant sa tasse de thé, beurrant ses tartines et pliant le journal du matin dans la rubrique consacrée aux petits événements foires aux récoltes, accidents mineurs et thé de charité. Nulle part il n'était question de l'arrestation du vicaire, ni de la confession de Madame Partridge. Les tragédies de Sainte Mildred, elle le savait, étaient rarement publiées. Elles se fondent plutôt dans une sorte de folklore moral, quelque chose qui se murmure, jamais écrit. On frappa à sa porte. C'était l'inspecteur Fletcher, chapeau à la main, la lassitude de la pitié officielle l'emportant sur son visage. « J'ai pensé que vous voudriez savoir, mademoiselle Marple, dit-il doucement. Le révérend a fait une déposition complète. Il sera probablement accusé de faux, peut-être d'entrave à la justice, mais pas de meurtre. L'enquête du coroner l'a blanchi. Madame Partridge sera jugée, même si la couronne pourrait faire preuve de clémence. C'est une triste fin à tous égards. » Miss Marple lui fit signe de s'asseoir. « Triste, oui, dit-elle doucement. Même si les fins sont rarement bien rangées, inspecteur. C'est simplement ce que les gens appellent une conclusion lorsqu'ils souhaitent apaiser leur conscience. » Il esquissa un léger sourire contrit. « J'imagine que vous avez raison. Les villageois, cependant, ont été plus gentils que je ne l'espérais. Une pétition a déjà été lancée en faveur du révérend. Madame Price Ridley, entre toutes, la mène. C'est, murmura Miss Marple, la forme de charité la plus fiable, celle qui ne commence qu'une fois le danger passé. » Il rit doucement, mais le son s'éteint rapidement. « Vous n'avez jamais. » Dis, mademoiselle Marple, comment saviez-vous que le vicaire était impliqué ? Elle versa le thé d'un geste calme et posé. « Parce qu'il s'est comporté comme un innocent qui craint d'être pris pour un coupable. Et ceux-là, inspecteur, sont toujours les plus intéressants. La vraie culpabilité se cache, la fausse innocence se révèle. » Fletcher hocha lentement la tête, faisant tourner sa tasse entre ses mains. « Ça paraît tellement simple à vous entendre. Ce n'est jamais le cas, répondit-elle. Les êtres humains sont de terribles menteurs. Ils mentent pour protéger les autres, puis finissent par les croire. À Sainte Mildred, on appelle ça la décence. » Dehors, le bruit des routes et des charrettes résonnait, suivi au loin par le murmure des rires des enfants. Le rythme de la vie du village avait repris son cours. Fletcher se leva pour partir, saluant son chapeau.
Je suppose que c'est la fin. Mais je n'hésite pas à le dire. J'espère ne plus jamais revoir cet étang. Miss Marple eut un léger sourire. L'étang est sans malice, inspecteur. Il reflète simplement ce qui se trouve au-dessus. Après son départ, elle resta assise un moment près de la fenêtre, son tricot sur les genoux, mais ses mains restaient immobiles. Le monde extérieur avait déjà retrouvé son calme habituel, la charrette de lait s'arrêtant à la porte Hartnell, la postière balayant du regard, les fenêtres du presbytère closes. La respectabilité s'était à nouveau resserrée, comme toujours. Pourtant, sous ce voile, elle percevait un courant plus profond, le calme remaniement des réputations, la pitié murmurée déguisée en soulagement moral. Plus tard dans l'après-midi, elle se promena dans le village. Les gens l'accueillent avec une affection discrète, comme si sa seule présence rétablissait l'ordre. Madame Simnett lança depuis la porte du bureau de poste. « C'est terrible, Miss Marple, mais nous devons être reconnaissants que ce soit terminé. »« En effet, » répondit-elle, « même si ces choses ne finissent jamais comme on le pense. » Au pré, elle s'arrêta devant le terrain de la fête, désormais dénudé. Les tables avaient été débarrassées, les banderoles repliées, les rires s'étaient depuis longtemps évanouis. Seul le contour de l'étang demeurait inchangé, serein, traîtreusement innocent. Elle s'appuya un instant sur la rambarde, se remémorant le défi silencieux de Madame Cottrell, la confession lasse du vicaire et l'appel désespéré de la gouvernante. Chacun avait agi par vertu et chacun avait été anéanti par elle. Un petit objet attira son attention près du bord de l'eau, une lueur à moitié enfouie dans la vase. Elle se pencha avec précaution et la retira. C'était un médaillon dont la chaîne était brisée, la surface polie par l'eau. À l'intérieur se trouvait une photographie décolorée d'une jeune femme, souriant timidement, et une mèche de cheveux pressée sous le verre. Lydia, Cottrell, sans aucun doute. Miss Marple le referma délicatement et le glissa dans son sac. Certaines choses, pensa-t-elle, méritent de retrouver le silence qui les rendait supportables. Alors qu'elle se retournait pour partir, elle vit Emily Mayhew s'approcher, la nièce du vicaire. Le visage de la jeune fille était pâle, mais son pas était fermé. « On dit que tonton pourrait bientôt être libéré, » dit-elle. « Il doit partir quelque temps sur la côte, peut-être. Tout le monde dit que ça lui fera du bien. »« J'imagine que oui, » dit gentiment Miss Marple. « L'air marin peut être très clément si on l'écoute. » Émilie hésita, puis ajouta doucement. « Tu ne penses pas qu'il est méchant, n'est-ce pas ?» Miss Marple regarda l'étang, là où l'eau captait les derniers rayons du soleil. « Non, ma chère, seulement humaine. Et c'est une punition suffisante. » Ils retournèrent ensemble vers le village, leurs pas silencieux sur le chemin de gravier. Derrière eux, la lumière commença à faiblir, et l'étang du moulin retrouva son calme habituel parfait, miroitant, trompeur. Ce soir-là, alors que Miss Marple écrivait un court mot à une vieille amie de St. Mary Mead, elle marqua une pause au milieu d'une phrase. Sa plume planait sur le papier tandis qu'elle examinait l'étrange schéma qui se tramait comment. Les crimes commis dans les petites villes commencèrent toujours non par la haine, mais par un amour mal placé, un devoir mal jugé, une pitié mal utilisée. Elle sourit faiblement, ce sourire qu'on arbore pour sa propre compréhension, et cache la lettre. Dehors, la lune se levait sur Saint Mildred, pâle et vigilante, entourant les toits et adoucissant la forme de l'étang du moulin jusqu'à ce qu'il ne ressemble plus qu'à un miroir laissé dans l'herbe. Quelque part, un chien aboya une fois, puis se tut. L'horloge sur la cheminée tic-tac, régulière et impénitente, marquant le passage de la culpabilité et de la grâce. Miss Marple tira les rideaux, illuminant le feu d'une douce lueur. Ses aiguilles claquèrent de nouveau, régulières et sereines, le rythme de son travail ininterrompu. Les gens, pensa-t-elle, étaient un peu comme des points de suture, l'un trop serré, l'autre desserré par négligence, et pourtant tous formant le même motif. L'astuce n'était pas d'éviter les accrocs, mais de les réparer discrètement, sans chichi. On frappa légèrement à la fenêtre, la branche de son rosier claqua légèrement au vent. Elle leva les yeux, souriant intérieurement, et murmura « Oui, oui, tout est bien réglé maintenant. » Mais alors qu'elle baissait la lampe, le reflet du miroir fissuré attira à nouveau son attention deux images jumelles, l'une entière, l'autre brisée. Elle les contempla un long moment, l'air indéchiffrable, puis, avec un léger soupir, tendit la main pour retourner le verre.